Donc depuis ce matin, donc depuis le début de la matinée, donc, on a brassé beaucoup de sujets, on a parlé de l'IA en entreprise, on a parlé de quantique, de post-quantique, de multi-cloud, de gouvernance de multi-cloud. On va revenir aux fondamentaux quand même, c'est le matériel, c'est le data center, parce que le data center reste quand même la base, et sans serveur, sans data center, sans B, ben, en fait on ne peut pas faire grand chose. Mais on va avoir une approche un petit peu plus originale, en parlant un petit peu de l'évolution du data center et comment on peut concevoir aujourd'hui un data center un petit peu du futur, même si le futur c'est maintenant. Et pour en parler, on a deux invités qui s'y connaissent bien dans ces évolutions du data center et dans le concept de data center. Donc c'est Paul et Jean-Paul. Paul, si vous pouvez vous présenter en quelques secondes. Oui, bonjour François, donc, je suis Paul Benoît, je suis le président et cofondateur de Carnot Computing. Donc nous, notre métier, c'est de proposer à nos clients une solution qui permet de réduire drastiquement l'empreinte carbone en fait, de leurs activités numériques. Et ça passe par les infrastructures. En fait, nous, on a une approche complètement alternative du data center. On s'est créé il y a 10 ans. Et ce qu'on fait, c'est qu'on distribue l'infrastructure informatique dans des bâtiments existants ou neufs, mais qui ne sont pas des data centers, et des bâtiments qui sont en mesure de valoriser la chaleur dégagée par ces milliers d'ordinateurs qu'on trouve aujourd'hui quasi exclusivement dans des data centers. Donc l'objectif, c'est de proposer une voie alternative et complémentaire des data centers qui sont un modèle, on va dire, concentré by design. Et nous, on est sur une approche qui est distribuée by design, qui permet en fait d'ouvrir des voies très différentes et très vertueuses sur, on va dire, les coûts, l'empreinte carbone et les risques aussi. D'accord, merci. Jean-Paul? Moi, je suis Jean-Paul Smet, je suis le PDG de RapidSpace. Donc RapidSpace, c'est un opérateur de cloud présent dans plus de 200 points dans le monde et qui a une particularité, c'est qu'on publie tout ce qu'on fait, on explique quelle machine on achète, chez quel fournisseur, ce qu'on a installé comme logiciel et ce qu'il faut faire pour en fait cloner RapidSpace. Ça s'appelle un cloud hyper open. Et on a une particularité aussi, c'est qu'on est le seul occidental à avoir le droit d'opérer en Chine. D'accord. Ça, c'est effectivement un petit avantage. Pour les industriels, oui, qui sont en Chine. D'accord. Alors, moi, il y a un terme là qui m'interpelle tout de suite, c'est la notion de data center distribué. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Alors nous, en fait, on s'est spécialisé dans un domaine, enfin, on va dire un sous-domaine de ce qu'on va trouver dans les data centers, qu'on appelle en anglais High Performance Computing, HPC. En français, on va plutôt parler de calcul intensif. Donc ce sont des charges de calcul sur lesquelles, en fait, il y a des serveurs qui vont démarrer sur des tâches de calcul, puis s'éteindre, puis redémarrer, etc. Et ça se prête très bien, en fait, à la distribution. En fait, ce qu'il faut, c'est être capable de gérer les données d'entrée, les données de sortie, leur sécurisation bien sûr, et ça c'est quelque chose qu'on peut faire de manière distribuée. C'est quelque chose qui est plus difficile à faire dans le domaine du stockage ou de la base de données ou de choses de ce type-là. Donc nous, nos infrastructures, elles ne sont pas toutes regroupées à un seul endroit, mais elles sont distribuées et on va les opérer en fonction de contraintes qui sont principalement des contraintes énergétiques. Et ça, on peut le faire dans des bâtiments dans lesquels, au lieu de déployer 10 mégawatts dans un data center, en fait, on va avoir des centaines de kilowatts qui sont distribués dans plusieurs bâtiments, qui sont tous reliés par des réseaux à très haut débit de type fibre noire. Oui, en fait, vous cassez un petit peu la tendance actuelle de la concentration effectivement en mètres carrés effectivement en watts, donc de la densification dB en fait. Alors, tout à fait. En fait, ce qu'on casse, c'est plutôt la taille que la densité, puisque effectivement nous on a développé donc au départ on a fait des radiateurs, mais aujourd'hui on fait surtout des systèmes avec récupération de l'eau chaude, donc ça reste des systèmes qui sont extrêmement concentrés. En revanche, la puissance dans chaque site elle est plus faible. En fait, c'est beaucoup plus facile de trouver des centaines de kilowatts dans des bâtiments existants que de faire venir des quantités de mégawatts colossales. Enfin, juste pour l'anecdote, récemment on a annoncé la construction d'un data center colossal au Portugal de 450 mégawatts. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, c'est la moitié d'un réacteur nucléaire. Ouais. D'accord. Alors, Jean-Paul, effectivement, donc vous aussi, vous êtes dans une autre approche du data center, de l'infrastructure. Vous dites que votre offre est vraiment ouverte. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Que vous ouvrez aussi bien le soft, les services, le support que le matériel, c'est ça? Tout. On explique par exemple
les étapes pour monter un point de présence. On équipe les gens à distance de lunettes de réalité augmentée. On peut prendre un ouvrier qui avant travaillait dans une usine et après il monte un data center ou disons il monte quelques racks, il installe Linux sur les machines alors qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Parce qu'en fait, toutes les procédures de A à Z pour monter le point de présence du cloud sont documentées et publiées. Et en fait, bien sûr, les logiciels qu'on utilise sont libres et publics. Le matériel qu'on utilise s'appelle de l'open compute, c'est du matériel open source. Tous les plans des cartes mères sont publics, mais on est allé un cran plus loin. Les procédures pour exploiter au quotidien l'infrastructure sont publiques. Et c'est très important pour nous parce qu'on est aussi dans un mode réparti. On fait de la base de données, on fait du gros ERP. Par exemple, quand vous prenez Beep & Go en France et les autoroutes, ça tourne quelque part sur un serveur de RapidSpace. Et aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que vous mettez dans un rack 2048 cœurs et 10 pétaoctets de stockage. Dans 3 racks, vous mettez l'équivalent de ce qu'un constructeur automobile en Chine mettait dans 200 racks, c'est-à-dire dans un petit data center. Le matériel open compute est devenu tellement dense qu'en fait, il prend très peu d'espace. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a partout en France et dans le monde des data centers à moitié vides, souvent des petits data centers, qui permettent en fait de créer une infrastructure à très faible coût. D'accord. Vous pouvez nous redéfinir un petit peu le principe de l'open compute ? Alors l'open compute, ça a été lancé à l'origine par Facebook, qui a voulu en fait créer de l'achat direct de matériel de Facebook à l'usine qui est souvent en Chine, sans passer par Hewlett-Packard, Dell, etc. Et qui a donc en fait créé des plans de carte mère avec l'aide des ODM taïwanais, c'est-à-dire les gens qui souvent font le design d'une partie de ces hardware pour les grandes marques. Et ils ont décidé de les publier, de les partager avec d'autres. Et donc on trouve aujourd'hui par exemple Twitter utilise de l'open compute, Yahoo Japan utilise de l'open compute et souvent ce sont les mêmes modèles de serveurs que Facebook, produits soit par exemple dans l'usine de Mitak à Canton ou dans l'usine de Quanta à Shanghai. C'est une sorte de concurrence parfaite dans l'accès au matériel. Et c'est pareil pour les équipements réseau aujourd'hui, avec EdgeCore qui vend du réseau en open compute qui équipe les usines de Tesla. Donc c'est ça l'idée. Donc l'énorme avantage, c'est que ça évite les attaques logistiques. C'est-à-dire qu'à une époque, on se disait, mais est-ce qu'ils m'ont pas trafiqué la carte mère pour m'espionner? Il y avait une histoire sur Supermicro avec 20 000 serveurs d'Apple qui ont dû passer à la benne, c'était il y a à peu près 5 ans. Ça, en fait, on peut le vérifier avec l'open compute. D'accord. Voilà. Et l'open compute change énormément de choses dans la fabrication des data centers, que ce soit réduction de l'énergie, répartition, data center avec refroidissement par immersion comme à la ville de Bâle. Ça tire le monde du data center dans une direction vraiment différente et intéressante. Et puis en plus, c'est du standard. Et c'est standard, interchangeable, et améliorable. C'est tous les avantages du libre appliqués au matériel. Alors moi, j'ai une petite interrogation quand même sur votre approche finalement distribuée. Est-ce que ça concerne tous les usages ou est-ce que vous avez un certain nombre d'usages un petit peu plus adaptés à votre approche ? Alors, comme je disais, nous, on est spécialisé dans ce qu'on appelle le calcul intensif, particulièrement le calcul distribué. Donc, c'est-à-dire que c'est des tâches de calcul qui sont découpables en petits morceaux. Alors, on travaille beaucoup dans le secteur de la finance, qui a des... Bon, si on rentre dans les détails, qui font ce qu'on appelle des calculs de risque, qui sont des simulations, ce qu'on appelle Monte Carlo, qui sont très gourmandes en puissance de calcul et qui se découpent très bien. Donc ça, nous, on fournit non seulement l'infrastructure, mais aussi toute la plateforme de répartition. On intervient aussi beaucoup dans le monde du multimédia, la production d'images, où en fait chacune des images représente une tâche de calcul très importante et tout ça est réparti. Dans le secteur aussi on va dire, de la recherche appliquée ou fondamentale, de plus en plus on a ce qu'on appelle du calcul dit paramétrique, c'est-à-dire que vous allez lancer des calculs où en fait il y a des différences de paramètres, donc ça crée un nombre de tâches très important. Et ça se distribue très bien. Nous on est dans ce domaine-là qui est une part de plus en plus importante en fait, des tâches de calcul. On estime aujourd'hui qu'à peu près 20% de l'espace en data center est dédié au calcul intensif. En revanche, la part énergétique est beaucoup plus intense parce qu'en fait, ce sont les serveurs qui moulinent le plus. Ce sont des serveurs sur lesquels il y a des contraintes aussi
mécanique thermique assez forte, ça c'est un peu notre spécialité. L'open compute, c'est quelque chose qu'on intègre aujourd'hui dans nos systèmes parce qu'effectivement la standardisation est très importante. Et tout ça nous permet en fait d'avoir une approche répartie parce que petit à petit, en fait, toutes les couches de la chaîne, jusqu'au hardware, deviennent open et ça permet d'ouvrir des possibilités nouvelles. Est-ce que ça permet aussi de réduire les risques? Alors, ça peut être un risque de panne, un risque de piratage, ou sinon, si on passe avec un partenaire, entre guillemets, traditionnel, on ne voit pas trop ce qui se passe effectivement à l'intérieur parce qu'on n'a pas la main. Est-ce que ça peut effectivement éviter ce genre de lock ou pas, oui, à votre avis? Tout à fait. Bon, il y a eu récemment un événement assez important sur un data center, tout le monde l'a en tête. Ouais. Le fait que ça soit réparti, nous typiquement, ça nous est arrivé qu'on ait un site sur lequel il y a une interruption de service, mais en revanche le service global ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que nous derrière, on a les points d'accès, les systèmes de répartition qui eux sont redondés, etc. Et nous on pense, effectivement il va y avoir toujours une approche d'ultra redondance monocyte, mais nous on croit beaucoup aussi à une approche, on dit souvent 0 plus 0, parfois c'est mieux que 4, en parlant des tirs, et ça surtout dans le domaine du calcul intensif, c'est très intéressant. Nous on a eu une approche où justement les infrastructures sont relativement on va dire hostile, et ça oblige en fait à penser différemment, et en fait l'impact en termes de coûts et d'empreinte carbone, qui est un autre sujet également, et en termes de risque, peut être beaucoup plus intéressant qu'une approche concentrée dans pas mal de cas. Jean-Paul, oui, je pense que l'ouverture et le fait d'être standard, c'est vraiment des arguments forts, non? C'est un argument fort parce que quand on va voir le Parti communiste en Chine, on peut lui montrer l'ensemble des étapes, on peut lui montrer qu'il peut former du personnel chinois pour assurer la gestion localement du système, et on peut donc lui démontrer qu'on n'est pas en train de chercher à l'espionner. Et inversement, on peut démontrer en France qu'on n'est pas en train de se faire espionner par le Parti communiste chinois. Donc cette transparence radicale dans l'exploitation du cloud permet en fait de garantir la souveraineté, même dans les contextes politiques les plus mutuellement hostiles. Donc ça, c'est une grande force. Et après, bien sûr, depuis 10 ans, toute la technologie de RapidSpace, c'est une technologie répartie, multi-data center, parce que c'est la seule façon d'assurer un plan de continuité d'activité. Ça a été créé comme ça il y a 10 ans avec l'idée de ne pas perdre les données des bases de données. Et aujourd'hui, on se rend compte que non seulement c'est meilleur pour la résilience, mais qu'en plus, on peut tout faire parce que la densité a explosé. Et cette idée qu'avant, ce qui tenait dans 200 racks tient dans 2 racks, ça veut dire qu'on a besoin d'un petit placard à beaucoup d'endroits pour en fait faire une infrastructure mondiale qui avant nécessitait beaucoup de data centers à beaucoup d'endroits. Et ça, c'est une énorme évolution. Et est-ce que ça rassure aussi, alors même si l'entreprise n'est pas elle qui monte l'EDC, est-ce que ça les rassure de voir que tout est public? Ça les rassure de savoir que si jamais ça se passe mal avec nous, ils pourront refaire la même chose avec quelqu'un d'autre. C'est exactement comme le logiciel libre il y a 20 ans. Quand on voulait vendre un ERP libre à Airbus, ils avaient le choix par exemple entre ERP5 et Oracle. ERP5, il y avait la garantie du code source pendant 10 ans et tout était transparent. Oracle n'arrivait pas à donner cette garantie. Et donc on se retrouve à avoir un avantage concurrentiel en prouvant que vous pourrez continuer en interne ou chez quelqu'un d'autre ce que vous avez commencé avec nous. D'accord. Alors, il nous reste quelques secondes avant de conclure cette session. Pour vous, quel est un petit peu le futur du data center? Et est-ce qu'il y a une logique aujourd'hui de casser ou d'arrêter de construire des data centers qui font 200 000 m² avec 200 000 serveurs à l'intérieur? Alors là-dessus, on a une vision qui est assez claire, c'est qu'il y a un modèle qui est établi, qui est celui des data centers depuis 40 ans. Nous, on ouvre une voie qui est la voie du distribué avec justement cette capacité à réduire l'empreinte carbone.
Le sujet de l'empreinte carbone, c'est aussi un sujet énergétique. Il faut qu'on soit en capacité de proposer des solutions alternatives pour pouvoir faire les besoins de calcul qu'on va avoir dans le futur. Aujourd'hui, les pouvoirs publics commencent à s'intéresser à ce sujet-là. Il y a des propositions de loi qui sont en cours, on espère juste que ça ne va pas accoucher d'une souris, mais l'enjeu est colossal, c'est-à-dire que aujourd'hui le numérique va rentrer de plus en plus dans le quotidien des gens, et ça ne peut pas se faire, enfin il y a une expression, on dit quoi qu'il en coûte, ça ne peut pas se faire quoi qu'il en coûte, surtout en termes d'empreinte carbone. Nous, donc on pense que c'est quelque chose sur lesquels les politiques, mais aussi les industriels, commencent sérieusement à se poser la question. En quelques mots, Jean-Paul, est-ce que l'open source va être vraiment le futur du data center pour vous? Je pense que l'hyper open dans le cloud, c'est le futur parce que les gens ne vont pas supporter longtemps de ne pas savoir comment tournent leurs bases de données en ligne et leurs API. Et on va avec en plus des marges aujourd'hui qui sont colossales, qui sont de l'ordre de 1000% sur beaucoup de services de cloud. Donc il va y avoir la même rébellion qu'il y a eu à la fin des années 90 contre Windows 95 et Windows NT. Merci, ce sera le mot de la conclusion. Donc vous voyez, le data center, ce n'est pas quelque chose de sclérosé. Merci. Merci à vous deux. Merci.